Et déjà, avant de lancer le sujet, en fait, vous expliquer un peu le contexte. La prévention du handicap, c'est en effet un enjeu crucial qui passe aussi, notamment, par la prévention des risques professionnels. Et la prévention des risques professionnels, c'est justement la raison d'être de la Direction régionale des risques professionnels de la CRAMIF, à travers l'action de ses ingénieurs conseils et de ses contrôleurs de sécurité. À cet effet, à la Direction régionale des risques professionnels, nous avons deux leviers d'action complémentaires, que sont d'une part les actions de contrôle et de conseil auprès des établissements, et d'autre part les actions de formation auprès des employeurs et des salariés du régime général. Pour ce qui est justement des actions de formation, puisque moi-même je suis contrôleur de sécurité au niveau du service formation de la Direction régionale des risques professionnels, nous avons notamment mis en place un dispositif de formation de référents à la prévention des TMS s'adressant aux établissements de santé d'Île-de-France. Alors pourquoi cette formation s'adresse au milieu de soins? C'est ce que je vous propose de vous exposer dans un premier temps, avant de vous présenter les objectifs et le contenu de notre dispositif de formation. Alors tout d'abord, que représente le milieu de soins dans les effectifs salariés d'Île-de-France et de qui parle-t-on? Dans notre système de suivi statistique et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, le milieu de soins est identifié par deux codes risques, le 851 AA et le 853 AA. Alors le 851 AA, c'est quoi? En fait, il regroupe les établissements de soins privés, c'est-à-dire les cliniques, et les établissements hospitaliers. Il représente en Île-de-France à peu près presque 70 000 salariés. Le 853 AA regroupe les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire les centres de réadaptation, comme notamment les MAS, c'est-à-dire les maisons d'accueil spécialisées, ou également les foyers d'accueil spécialisés, les centres de rééducation, les EHPAD et également les haltes garderies. Il représente en gros à peu près un peu plus de 110 000 salariés en Île-de-France, et donc à lui seul, le milieu de soins représente presque 4% des effectifs salariés d'Île-de-France, avec un total qui frôle donc les 180 000 salariés. Alors, quelle est la situation du milieu de soins en termes de sinistralité? Les statistiques accidents du travail, maladies professionnelles révèlent que la sinistralité liée aux manutentions manuelles est particulièrement élevée dans le milieu de soins. Il s'agit essentiellement d'une manutention manuelle due à la manutention des patients. Ainsi, en Île-de-France, dans ce secteur d'activité, les accidents du travail et les maladies professionnelles liées aux manutentions manuelles ont représenté plus de 305 000 jours d'arrêt en 2010, c'est-à-dire 51% de l'ensemble des jours d'arrêt dans ce secteur. Or, les accidents du travail et les maladies professionnelles liées aux manutentions manuelles dans le milieu de soins peuvent se révéler particulièrement handicapantes pour le personnel soignant, notamment lorsqu'elles se traduisent par une hernie discale ou par une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule, ou voire pire, par une rupture justement de cette fameuse coiffe de rotateur. Si on regarde plus précisément au niveau des accidents du travail eux-mêmes, on voit que les manutentions manuelles sont à l'origine de plus de 48% des accidents du travail dans les établissements de soins privés et de 43% des accidents du travail dans les établissements médico-sociaux. On note au passage que le secteur du milieu de soins en fait, est proportionnellement bien plus impacté par les accidents liés aux manutentions manuelles que ne l'est l'ensemble du régime général en Île-de-France, et même plus impacté que le secteur du bâtiment. C'est dire, ce qui est assez paradoxal quand même pour un secteur qui est censé, dans le cœur de métier, quand même le soin. Sur les maladies professionnelles, la situation, la tendance est à peu près la même, puisque les manutentions manuelles sont à l'origine de 92% des maladies professionnelles dans les établissements de soins privés et de presque 95% des maladies professionnelles dans les établissements médico-sociaux. Derrière ces pourcentages, qui ne sont en effet que des pourcentages, il faut savoir qu'il y a souvent quand même des soignants qui se retrouvent en inaptitude définitive à reprendre leur poste de travail du fait des TMS contractés suite aux multiples manutentions manuelles des patients. Il y a donc l'urgence
intervenir. Et cette situation que l'on voit bien préoccupante, en effet, dans le milieu de soins vis-à-vis des manutentions manuelles, s'explique par un double constat. Premier constat, il y a en effet un déficit d'organisation de la prévention dans les établissements de soins vis-à-vis des risques liés à l'activité physique, où souvent, généralement, les seules réponses se limitent aux actions de formation de type geste et posture. Malheureusement, ce type de formation ne vise qu'à agir, si j'ose dire, sur le comportement des individus et non sur les causes réelles à l'origine des TMS et des accidents du travail liés aux manutentions manuelles. Deuxième constat, lorsque les établissements se dotent d'outils d'aide à la manutention, ceux-ci sont souvent inadaptés aux situations de travail des soignants. De plus, lorsque les soignants sont dotés d'équipements, ils n'ont pas toujours reçu une formation adaptée à l'introduction de ces outils dans la construction d'un soin de manutention. Ce qui fait que bien souvent, ces outils finalement restent au fond d'un couloir. On voit donc qu'il y a un besoin impérieux face à cette situation, à ce constat, et qu'il apparaît indispensable de permettre donc aux établissements de soins d'être en capacité d'initier et de développer une démarche de prévention des risques liés à l'activité physique par l'intermédiaire de personnes ressources clairement identifiées en interne et appartenant au milieu du soin. C'est dans cet esprit que la CRAMIF propose aux établissements du milieu de soins de former 1 ou 2 soignants dans leurs effectifs par la formation référent prévention TMS, de façon à ce que ces soignants deviennent des personnes ressources capables d'initier, de développer avec l'appui de leur direction une démarche de prévention des risques liés à l'activité physique au sein même de leur établissement. Le but, clairement, il est en fait de passer d'une manutention manuelle des patients réalisée à la force des bras à des soins de manutention des patients en éliminant le port de charge pour le personnel soignant, tout en tenant compte de la sécurité et du maintien de l'autonomie des patients, donc dans une logique de bénéfice soignant-soigné. Alors, cette formation, c'est bien sûr le résultat d'un partenariat qui a pris forme il y a quelques années déjà, en 2005, entre la CRAMIF et le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Il s'agissait en fait à l'époque d'initier un dispositif pilote orienté vers le milieu de soins à travers la création d'une formation et d'un centre ressources spécialisé sur la prévention des risques liés à l'activité physique. En 2007, l'association OETH, Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, a rejoint le partenariat car elle a estimé, cette association, que la formation que l'on proposait répond pleinement en fait à la prévention du handicap, prévention du handicap qui est l'un des 2 axes stratégiques de cette association. L'autre axe stratégique de cette association étant de faciliter l'intégration des handicapés psychiques dans les structures volontaires. Enfin, en 2012, donc très récemment, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France s'est associée au dispositif pour déployer le plus largement possible cette dynamique de prévention dans les établissements de soins d'Île-de-France. Alors brièvement, quel est le contenu de cette formation ? Le contenu du stage s'appuie sur les différents concepts, méthodes et fondamentaux de la démarche de prévention. Ainsi, nous voyons tout ce qui touche au domaine notamment de la réglementation et des responsabilités. Nous abordons les concepts et les méthodes de la prévention des risques. Nous voyons également l'approche ergonomique à travers l'analyse de l'activité de travail. Et également, nous abordons aussi tout ce qui est éléments clés sur le choix des outils d'aide à la manutention, puisque le but, il est aussi que les référents puissent être conseils auprès de leur direction lorsqu'il s'agit de choisir des outils d'aide à la manutention. Nous abordons également les notions d'évaluation des capacités du patient, mais également les notions de risque professionnel, d'évaluation du risque professionnel pour le soignant et d'évaluation du risque en même temps pour le patient. Il y a également un sujet qui porte sur l'approche économique de la prévention, qui est souvent un peu quand même le nerf de la guerre pour les directions d'établissement. Et puis également l'approche architecturale, qui a tout son sens, notamment par rapport
au projet que pourraient avoir les établissements sur la réhabilitation de chambres, sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, ou même sur un projet d'un nouveau bâtiment. Et enfin, nous mettons nos stagiaires en situation pédagogique sur les sujets de construction d'un soin de manutention et sur l'utilisation des outils d'aide à la manutention. Alors, je vous ai mis une petite illustration, en fait, une petite photographie pour vous donner un aperçu du centre ressources que nous avons créé avec le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, qui nous permet justement de réaliser les mises en situation pédagogique, puisque nous y avons reproduit, en fait, derrière la partie salle de cours, si j'ose dire, même si on n'est pas sur un cours, hein, on est bien sur une formation d'adultes, nous avons reproduit en fait une chambre équipée avec l'essentiel du matériel d'aide aux soins de manutention disponible à ce jour sur le marché. Vous avez à la fois un verticalisateur, un lève-malade, un lit médicalisé, un rail-plafond également, et puis d'autres équipements qu'on ne voit pas ici, comme drap de glisse et également matelas gonflables de transfert. Je vous remercie donc pour votre attention et je vais passer la main à mon collègue Christophe. Donc, bonjour à toutes et à tous, je me présente, Christophe Bon, contrôleur de sécurité sur le département du Val d'Oise et en charge notamment de l'activité sanitaire et médico-sociale. Avant de laisser la parole à Monsieur Coupry et à Madame Lefeuve, donc de l'établissement La Châtaigneraie, et je leur laisserai présenter leur établissement, je vous propose en quelques diapos de vous montrer ce que sont les missions du contrôleur de sécurité et comment, dans votre démarche de prévention, eh bien, nous pouvons vous accompagner. Alors, le métier de contrôleur de sécurité, il est régi, je dirais, par le Code de la sécurité sociale. Et il y a une phrase importante dans ce Code de la sécurité sociale qui dit que le contrôleur de sécurité a pour mission d'inviter tout employeur à prendre toute mesure justifiée de prévention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toute mesure justifiée de prévention ? Eh bien, quand nous entrons dans une entreprise, nous faisons notre propre évaluation des risques. Et à partir de là, nous conseillons effectivement le chef d'entreprise, mais aussi les salariés, qui sont des acteurs importants de cette démarche de prévention, eh bien, à mener une telle démarche afin de limiter la sinistralité en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le côté un peu frustrant, je dirais, dans cette activité, c'est que nous n'avons pas la possibilité à la fois temporelle et matérielle de visiter l'ensemble des entreprises de notre secteur. Et donc, à ce titre-là, nous nous fixons un certain nombre d'objectifs et de moyens, je dirais, pour intervenir dans ces mêmes entreprises. Tout d'abord, première possibilité d'intervention, l'intervention dans ce qu'on appelle les établissements fixes. Alors, plusieurs possibilités face à ça. L'entreprise peut bien évidemment prendre contact avec nous et nous demander de l'accompagner dans sa démarche de prévention des risques professionnels. Ça peut être aussi à la demande des instances représentatives du personnel, et en particulier le CHSCT, donc le comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail, sur lequel je ferai un petit focus tout à l'heure. Ça peut être aussi à l'initiative du contrôleur, c'est-à-dire qu'il peut avoir une meilleure connaissance d'un secteur d'activité, par exemple, ce qui va lui permettre d'intervenir de façon plus pragmatique dans une entreprise. Il peut aussi également avoir été alerté, avoir entendu certains éléments sur une activité d'entreprise, ce qui peut le pousser à intervenir dans cette entreprise. Ça peut être par exemple un échange avec un médecin du travail, puisque le réseau, je dirais, fonctionne relativement bien à ce niveau-là. Et puis enfin, nous devons également répondre aux objectifs nationaux qui sont regroupés aujourd'hui dans 4 grands thèmes, que sont la prévention des troubles musculo-squelettiques, la prévention du risque routier, entre parenthèses, première cause d'accident mortel au travail, la prévention des risques psychosociaux également. Voilà, donc tout ça nous permet d'intervenir dans les établissements fixes. Alors, une des particularités de la Caisse régionale à Paris, eh bien, les contrôleurs ont soit une activité dite bâtiment travaux publics, soit une activité dite industrie et services. Les mêmes problématiques apparaissent pour les contrôleurs bâtiments. Il leur est
techniquement impossible d'intervenir sur l'ensemble des chantiers d'Île-de-France. Et donc, à ce titre-là, comme pour les contrôleurs industrie-service, eh bien, ils effectuent des choix dans les chantiers qu'ils vont visiter. Alors, ça peut être du fait de la taille, même si un petit chantier de pavillon peut exposer de façon très grave des salariés à la chute de hauteur, par exemple, du fait de la nature des travaux. Alors, la nature des travaux, eh bien, si je prends l'exemple de la réhabilitation de bâtiments, elle est par exemple plus accidentogène ou plus à risque, en tout cas, qu'une activité de construction de bâtiments neufs. Donc ça peut être aussi un élément de choix dans leur intervention. La localisation du chantier également peut être importante. Un terrain qui est pollué ou la présence de lignes haute tension peut apporter à l'ensemble des salariés qui interviennent sur ce chantier un risque supplémentaire. L'objectif pour eux est d'arriver à suivre un maximum d'entreprises, que ce soit des entreprises de gros œuvres ou des entreprises de second œuvre. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour mes collègues qui interviennent sur les chantiers de bâtiments. L'intervention en amont. Alors comme je vous l'ai dit, une de nos missions principales, c'est d'intervenir en entreprise, de nous faire notre propre évaluation et donc d'apporter des solutions de prévention qui sont bien souvent des solutions dites correctives. Plus on va pouvoir intervenir en amont, alors intégrer la mise en place d'un nouveau processus industriel, intégrer la construction d'un nouveau bâtiment, plus on pourra accompagner le décideur dans la mise en œuvre de ces nouveaux procédés. Ça, c'est vraiment très important. C'est à la fois plus facile pour nous d'intervenir, puisque dès le départ, on peut effectivement inciter, je dirais, le décideur à mener telle ou telle action. Mais en termes de financement, parce que même dans l'action de prévention, il faut aussi parler d'argent à un moment donné, bien souvent, ça va coûter moins cher aux décideurs d'investir en amont plutôt que de faire de la prévention de correction. Donc l'intervention en amont, quelque chose de très important. La difficulté pour nous, eh bien, c'est que nous n'avons pas forcément l'information qu'une entreprise va s'agrandir ou qu'un nouveau bâtiment va être construit. La participation au CHSCT. Donc les membres de CHSCT, donc le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, représentent pour les entreprises de plus de 50 salariés les acteurs les plus importants de la démarche de prévention. Je ne veux pas dire que ce sont les seuls, puisque chaque salarié est aussi propre acteur de sa propre prévention, mais aussi de celle de ses collègues. Néanmoins, les membres de CHSCT jouent un rôle primordial sur ce sujet-là. Donc pour nous, contrôleurs, ça reste des interlocuteurs de premier choix. C'est aussi un élément qui nous permet, lors des réunions de CHSCT, je dirais, de sonder un petit peu la température sociale qu'il y a dans l'entreprise. Si on se rend compte dès le départ qu'on est plutôt dans une situation conflictuelle entre la direction et les partenaires sociaux et membres de CHSCT, lors de ces réunions, eh bien, c'est parfois aussi le reflet de ce qui se passe concrètement dans l'entreprise. Donc, les CHSCT sont aussi des éléments très importants pour nous, pour passer certains messages. C'est aussi le moment où l'on a directement en face de nous à la fois la direction et les salariés, donc ce qui nous permet de passer les mêmes messages, je dirais, à ces deux types de personnes, et bien de faire avancer la prévention dans l'entreprise. Alors, nous pouvons être présents physiquement dans les entreprises, c'est ce que je viens de vous expliquer. Nous avons aussi la possibilité d'aider financièrement les PME et les très petites entreprises dans leur démarche de prévention. Alors on ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails de la façon dont ça se passe, puisque administrativement ça reste assez compliqué à mettre en œuvre. Néanmoins, c'est quelque chose qui fonctionne et les caisses régionales ont la possibilité d'accompagner financièrement ces entreprises dans leur démarche de prévention. L'objectif, il est vraiment double. On est vraiment, comme on le dirait dans le monde industriel aujourd'hui, dans un objectif, dans un outil gagnant-gagnant. Alors gagnant-gagnant, pourquoi ? Eh bien, puisque pour l'entreprise, eh bien, ça va lui permettre de mener à bien son action de prévention, avec cette aide financière. Et pour nous, préventeurs, eh bien, c'est un outil qui nous permet d'inciter et de faire avancer l'entreprise sur les sujets de la prévention.
Autre élément aussi très important, et là on rejoint également l'activité du CHSCT, c'est l'enquête accident du travail. Encore une fois, notre mission est basée sur la prévention de l'accident ou de la maladie professionnelle. Et bien souvent, on se rend compte que analyser un accident du travail, alors j'ouvre une parenthèse, nous ne sommes pas là pour rechercher les responsables. J'insiste vraiment sur ce sujet. Nous sommes là exclusivement pour en rechercher les causes et ainsi éviter que ces situations ne puissent se reproduire. Donc c'est un élément important. Souvent, l'enquête accident du travail n'est pas faite ou peu faite dans les entreprises. Et pourtant, c'est un sujet qui permet, encore une fois, d'analyser des situations de travail et d'améliorer la prévention dans l'établissement. Et puis, dernier point, alors je termine, je dirais, sur une connotation un petit peu négative. Jusqu'à maintenant, je vous ai proposé des solutions plutôt positives et d'accompagnement de l'entreprise dans sa démarche de prévention. Sachez que nous avons un petit pouvoir répressif pour, encore une fois, inciter l'entreprise à mener son action de prévention. Et donc cette action est ce que nous appelons l'injonction et la cotisation supplémentaire. Chaque employeur assure ses salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. À ce titre-là, la caisse régionale envoie à chaque employeur, chaque année, ce qu'on appelle le taux notifié. Le taux notifié, c'est ce qui va permettre à l'employeur de verser dans ses cotisations URSSAF une certaine somme qui va lui permettre d'assurer ses salariés. Et donc, nous pouvons proposer aux partenaires sociaux d'augmenter artificiellement ce taux notifié de façon à faire, je dirais, réagir l'entreprise dans sa démarche de prévention des risques professionnels. Voilà. Donc juste un point là-dessus. Alors en conclusion, donc notre mission est vraiment avant tout d'accompagner l'entreprise dans sa démarche de prévention des risques professionnels, pour préserver la santé et la sécurité des salariés, bien évidemment, et puis faire baisser cette sinistralité en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation des missions du contrôleur. Et avant de passer la parole donc aux personnes de la Châtaigneraie, je vous propose de passer un film qui a été tourné il y a un mois maintenant environ, et qui vous présente deux aspects de l'établissement. Tout d'abord, comment cet établissement a su mener une démarche de prévention liée aux troubles musculo-squelettiques pour les soignants, et d'autre part, comment cet établissement accompagne notamment les personnes en fauteuil pour un retour à l'emploi ou un retour au domicile plus rapide et en tout cas mieux encadré. Voilà, donc à la suite de cette vidéo, nous allons en rajouter une couche en fait sur la démarche qui a été conduite. Donc, je suis directeur de l'association La Châtaigneraie, qui est donc un organisme à but non lucratif qui gère 2 centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Donc on est dans un domaine qui est la rééducation et la réadaptation. Donc nous accueillons des patients qui ont besoin d'avoir une restauration de leur fonction locomotrice ou bien neurologique, ou bien d'avoir une stabilisation de leur fonction quand il y a un risque de détérioration dans le temps. Nous avons une double orientation orthopédique et neurologique. Nous allons faire un zoom sur l'un de nos 2 établissements, celui qui se trouve dans le Val d'Oise à côté de Cergy, à Menucourt, qui accueille 100 patients en hospitalisation complète et 20 à 25 patients en hospitalisation de jour. Nous avons 114 équivalents temps plein, dont 30% d'infirmières, d'aides-soignantes et de brancardiers, et 25% de rééducateurs, principalement des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes. Nous avons aussi 18% de notre effectif qui est constitué de personnes qui interviennent dans la logistique, essentiellement des agents de service et des ouvriers de maintenance. Donc tout d'abord, le travail que nous avons mené concernant la prévention des risques liés à la mobilisation de patients s'inscrit dans une prise de conscience sur le plan chronologique. Prise de conscience d'abord concernant les équipements. Les années 80-90 ont vu un développement important de l'offre d'équipements améliorant la manutention de malades. Deuxièmement, l'assurance maladie, qui a porté une politique incitative
en matière de prévention, de conseil et d'aide au financement. Nous sommes aussi retrouvés confrontés à une réalité. Les patients sont de plus en plus lourds ou de plus en plus dépendants. Ils arrivent de plus en plus tôt à la sortie des services de chirurgie ou de neurologie. Pour avoir juste une petite illustration, plus de 50% de nos patients sont fréquemment en fauteuil roulant, alors qu'au tout début de la Châtaigneraie, c'était une minorité. Et puis bien entendu, les accidents du travail, avec des situations de mobilisation qui représentaient une part importante de nos accidents du travail, et donc la prise de conscience qu'il fallait s'y attaquer si on voulait enrayer le processus. Dernier point, c'est le rôle clé du CHSCT dans la prise de conscience et dans la mise en œuvre d'un plan d'action. Puisque toute la réflexion sur notre politique de prévention des problèmes liés à la mobilisation de patients a été le fruit de discussions au sein du CHSCT. Alors bien entendu, tout cela, après la prise de conscience, il a fallu une politique volontariste, et il faut dire que nous avons bénéficié quand même d'un contexte favorable. Contexte favorable avec d'abord un engagement de la direction, qui s'est manifesté par un acte de volonté, par la mise en œuvre de financement et par des plans d'action réguliers, puisque chaque année dans notre plan d'action d'investissement, nous avons systématiquement des investissements en équipement liés aux mobilisations de patients, mais également dans notre plan de formation, de manière systématique, nous avons au moins une formation dans l'année sur la prévention des risques liés aux mobilisations de patients. Contexte favorable lié aussi aux conditions de dialogue, puisque que ce soit en interne avec le CHSCT ou avec nos services, ou bien dans le cadre du partenariat avec la CRAMIF, nous avons toujours eu un dialogue constructif et très ouvert. Des plans d'action, donc des actions systématiquement envisagées dans le plan d'action du CHSCT. Donc dans son bilan annuel et dans son plan d'action annuel, le CHSCT reprend de manière systématique, chaque année, des projets liés à la mobilisation de patients. Et enfin, je vais dire la cerise sur le gâteau, les conventions de prévention de risques professionnels avec la CRAMIF. Donc la CRAMIF nous a aidés, encouragés par des propositions de participation au financement de certains projets qui étaient retenus. Ça s'est traduit par des réalisations. D'abord des réalisations en termes d'équipement, avec donc cette politique d'investissement régulière. Nous avons acquis régulièrement des lèvres malades, des moyens de transfert, des équipements à hauteur variable électrique. L'environnement de la chambre a été réaménagé aussi lors de la rénovation des services d'hospitalisation, ce qui a donné lieu à une réflexion très approfondie sur les points d'appui sur lesquels le patient pouvait recourir pour éviter le risque de chute, ce qui limite aussi à l'accompagnant soignant la récupération du patient ou son accompagnement en déambulation tout au long de son parcours. Nous avons eu aussi une politique de formation avec, comme ça a été dit dans la vidéo, 2 référents sur les troubles musculo-squelettiques en formation PRAPS, et puis des formations régulières, donc chaque année, sur les situations de mobilisation-manutention, qui au début s'ouvraient à un public relativement ouvert, et petit à petit on a souhaité cibler sur les publics pour adapter en fait le propos aux situations rencontrées. Et enfin un travail d'évaluation, avec une analyse de plus en plus approfondie des statistiques des accidents de travail, que ce soit les statistiques annuelles que l'on a décomposées par rubrique d'accidents de travail, mais aussi un travail rétrospectif assez important qui nous a permis de voir les évolutions et puis surtout d'identifier les vraies problématiques. Nous avons aussi l'élaboration d'une grille d'évaluation des accidents du travail pour les situations de mobilisation de patients. Et enfin, nous avons aussi une de nos professionnels qui a fait une étude sur les chutes de patients en rééducation. Cette étude a été présentée au CHSCT puisque la prévention des chutes passe aussi par l'analyse des chutes elles-mêmes. Alors, concernant les équipements, je vais dire, pour essayer de résumer les choses, que ça concernait 3 grands domaines. D'une part, le mobilier de chambre, où nous avons multiplié les équipements à hauteur variable électrique. 100 lits à hauteur variable électrique ont été achetés en 97-99. Nous avons aussi acheté des chaises de douche à hauteur variable électrique et des lits douches
qui permettent d'une part de limiter le transport du patient à travers le service, mais aussi, mais on sort un peu du sujet, d'apporter un peu plus de dignité aux conditions dans lesquelles sont réalisés ces soins intimes. Nous avons aussi investi dans des équipements de transfert, lève-malade mobile. Nous en avons au moins un par service. Les équipements de transfert sur rail, donc nous en avons 4, un en balnéothérapie et puis un sur chacun de nos étages. Les lève-malades articulés que nous avons aussi en balnéothérapie, donc des palans qui permettent aussi de soulever un siège. Les matelas de transfert, des brancards à hauteur variable électrique, et enfin des guidons qui sont des espèces de points d'appui qui permettent de pivoter en situation debout. C'est ce que vous avez en troisième image. Et enfin, donc, les équipements de soins à hauteur variable électrique. Donc, tous les professionnels rééducateurs bénéficient de tables de soins à hauteur variable électrique. Nous avons aussi des plans de Bobat. Alors, le plan de Bobat, c'est une espèce de grande table de soins en forme carrée qui permet de mettre en œuvre des protocoles de soins particuliers en rééducation. Donc, les plans de Bobat, c'est la dernière image, sont aussi à hauteur variable électrique. Et nous avons aussi des verticalisateurs à hauteur variable électrique. Voilà, nous allons maintenant faire un zoom sur une expérience particulière qui était la démarche que nous avons poursuivie pour mettre en place des rails plafonniers. Bonjour, donc je vais vous parler de l'exemple des rails plafonniers à la Châtaigneraie, donc qu'on a mis en place. Donc notre constat de... Ah non, c'est pas bon. J'ai appuyé sur lesquels. Voilà. Alors notre constat de départ, c'est que les patients qui arrivaient à la Châtaigneraie étaient de plus en plus lourds et de plus en plus dépendants. Il y avait l'environnement de la chambre, malgré... On a la chance à la Châtaigneraie d'avoir des chambres qui sont assez grandes. Les chambres étaient quand même encombrées par les mobiliers, par les effets personnels des patients pour un séjour prolongé, effectivement, avec les ordinateurs portables, plein de choses dont ils ont besoin, et les équipements de soins qui prennent également de la place dans la chambre. Donc tout ça, c'était des limites dans l'utilisation des lève-malades mobiles qui, avec lève-malade mobile, on a un accès plus difficile au lit du patient et la disponibilité du lève-malade, on en a à peu près un par étage qui n'était pas toujours disponible et l'acheminement jusqu'à la chambre. Donc, suite à ces constats, nous avons mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que chaque métier s'est senti concerné par le choix des rails plafonniers. Donc dans ce groupe, il y avait un brancardier, une infirmière, une aide-soignante, la coordinatrice des soins infirmiers, une ergothérapeute, donc moi-même, le directeur et un membre du CHSCT. Donc, nous avons comme choix, nous avons pris le choix d'équiper dans un premier temps 3 chambres, c'est-à-dire une chambre par étage d'hospitalisation, qui sera donc réservée aux patients les plus dépendants. Il y a eu un accord de principe sur le financement du projet par la direction et l'intégration du projet dans un contrat de prévention des risques professionnels conclu avec la CRAMIF. Alors, le déroulement de la réflexion, comment ça s'est passé ? Alors, dans un premier temps, on a fait un recensement et une analyse détaillée de l'offre existante sur le marché. Et donc, on en a ressorti 3 configurations pour les rails, c'est-à-dire soit des rails simples, soit des rails en H qui couvraient tout l'espace de la chambre, ou aussi des rails avec une jonction qui desservait la salle de bain et les WC. Donc on a fait des visites aussi avec notre petit groupe, on est allé sur 2 sites pour voir les équipements et voir comment ça fonctionnait. Et après, moi j'ai rencontré différents fournisseurs, à peu près 8, pour établir les devis.
Donc, suite à tout ça, on a présélectionné 2 marques de rails plafonniers. Et nos critères majeurs de choix ont été la conception des harnais. On a eu de longues discussions là-dessus, sur le service après-vente aussi qui était important. Et en fait, ces 2 fournisseurs étaient déjà présents dans l'établissement sur certains matériels qu'on avait et avec qui on avait vraiment on n'avait pas eu de problème avec le service après-vente, et ça c'est très très important. Donc quand on a sélectionné ces 2 marques, on a eu un rendez-vous avec le groupe de travail avec chacun des fournisseurs présélectionnés. Et donc suite à ces réunions, on leur a posé beaucoup de questions et donc on a donc sélectionné un des fournisseurs. Ça n'a pas été simple. Et nos critères déterminants, c'était bien sûr le confort du patient. Comme je vous ai dit, on a eu beaucoup de discussions par rapport aux harnais, aux sangles. Le programme de formation aussi du personnel, qu'on estimait très très important pour que ce matériel soit utilisé après. Le chargeur mural aussi du moteur, qui était important pour nous, et le fait qu'il y ait le pèse-personne intégré. Donc suite à notre choix, il y a eu l'installation des rails et la formation des professionnels. Finalement, il y a eu besoin seulement de 2 sessions sur site. La personne est revenue 2 fois pour former, pas forcément l'ensemble du personnel, mais après, les personnes ont été formées par les autres. Et on a aussi un DVD de formation, démonstration des rails, de l'utilisation des rails. Donc finalement, le retour du terrain, c'est une appréciation très positive de la part des professionnels, car ça permet plus d'espace dans la chambre et c'est très facile d'utilisation. Et effectivement, la disponibilité est immédiate puisque les rails est dans la chambre. Et pour les patients, comme vous avez vu dans le film, ils trouvent cela beaucoup plus confortable et plus rassurant, moins encombrant. Donc tout ceci, ça a été une démarche réussie. Je pense que ce qui fait que le matériel est bien utilisé, c'est le fait qu'il y ait eu ce groupe de créés où tout le monde s'est senti concerné par le choix du matériel. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça aide après à l'utilisation du matériel. Voilà, donc l'équipement est bien utilisé et bien sûr, grâce aussi au soutien bénéfique de la CRAMIF, qui nous a apporté quand même des conseils, de la confiance et une concertation dans le choix de ces rails. Voilà. Alors, en conclusion de cette démarche assez modeste, d'abord, on avance mieux dans un bon climat de dialogue. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant quand même. Et on a bénéficié de ce côté-là vraiment de conditions de dialogue, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait constructives et positives, sans aucun conflit, chacun étant bien dans son rôle et se sentant reconnu en plus de ça dans son métier. Le bénéfice d'une approche pluridisciplinaire, donc c'est un projet qui n'a pas été porté par la seule direction dans son coin, qui n'a pas été phagocyté par un groupe ou l'autre, mais qui a vraiment pu s'appuyer sur tous les acteurs qui étaient concernés par la problématique. Le bénéfice aussi d'une approche pluriannuelle, c'est-à-dire que pour bien travailler sur une problématique, et je crois que ça a été exposé notamment par nos intervenants ergonomes, ce n'est pas tout le temps une seule intervention qu'il faut, c'est une problématique, une roue continue en fait d'amélioration de nos conditions d'exercice. Et puis enfin, le bénéfice d'une approche multifocale, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté uniquement sur un raisonnement d'équipement, mais la question de la formation et la question de l'évaluation ont été présentes en permanence. Ça, je crois qu'on en a déjà parlé, bis repetita placent. Je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que le soutien que nous a apporté la CRAM dans ce projet-là ou dans d'autres il y a plusieurs années nous ont permis de passer à l'acte sur des actions ou des objectifs, bien visibles. Et aujourd'hui encore, on garde bien en mémoire que tel projet a été un projet qui a été mené en partenariat ensemble, si bien que ça renforce en plus le partenariat entre nos deux équipes.
Et enfin, j'en terminerai là, l'enjeu de la complémentarité soignant-soigné, puisque de par la spécificité de notre activité, nous ne travaillons pas uniquement sur le maintien dans l'emploi de nos propres professionnels, même si, je vais dire, c'est le cœur de la question aujourd'hui, mais on travaille aussi sur le maintien ou le retour à l'emploi des patients qui passent chez nous. Donc on est sur des problématiques croisées en fait, ou des regards croisés sur une même problématique. Alors aujourd'hui, bien entendu, nous avons d'autres projets, j'en cite deux, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. L'aménagement d'un parcours pour les fauteuils roulants, donc ça a été bien expliqué tout à l'heure, hein, une problématique probablement assez ignorée, où un mauvais fauteuil roulant ou une mauvaise formation fauteuil roulant va probablement, dans de nombreuses situations, être un frein au retour à une vie la plus normale possible, y compris dans le travail. Et d'autre part, la réalisation d'une formation TMS par un intervenant extérieur, parce qu'on s'est aperçu que nos deux professionnels formés PRAPS, finalement on les connaît trop bien, on se sent trop libre avec eux, on vient pas à la formation, on les apostrophe, et puis eux-mêmes sont trop investis dans la structure pour peut-être prendre le recul et avoir le regard critique nécessaire, si bien que nous avons fait appel aussi à un intervenant extérieur. Voilà, donc vous retrouvez cette petite phrase qu'il y avait aussi à la fin du film. Le docteur Boris Zolto a été un des maîtres à penser de la massokinésithérapie et de la rééducation actuelle, et ça a été aussi le maître du fondateur La Châtaigneraie, quelqu'un qui défend une approche globale de la personne dans la rééducation, plutôt qu'une approche centrée uniquement sur l'organe lésé. Voilà. Et on n'arrête pas le progrès en matière de transport des patients, bien entendu. Même si c'est une guerre pour nous, la prévention des risques liés aux activités de mobilisation. Je vous remercie.